Abdoulaye, merci d'être avec nous ce matin sur i24 News. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv et voici le programme. Un mois des élections en Israël, un rapport officiel pointe du doigt un train de vie excessif du couple Netanyahou, des dépenses qui lancent un débat de fond. Les conditions socio-économiques des Israéliens, logement, santé, éducation, on fait le point dans un instant. Ce n'est pas encore un accident diplomatique en bonne et due forme, mais le ton monte entre Paris et Jérusalem. Les échanges se font de plus en plus musclés entre le Premier ministre israélien et l'exécutif français. En cause les appels répétés de Binyamin Netanyahou aux Juifs de France à émigrer en Israël. Enfin, la pop culture a une nouvelle icône. Internet s'est emparé du phénomène. L'incarnation de la branchitude s'appelle, attention, tenez-vous bien, Jacques Chirac. À son effigie, des t-shirts, des sacs à main et même des pages Facebook. On décrypte le fulgurant regain de popularité de l'ancien président en fin d'édition. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bonjour Maurice, bonjour Rudy et bonjour à notre invité Daniel Sheikh, ancien diplomate israélien. Merci d'être avec nous. Vous étiez notamment ambassadeur d'Israël en France. Alors on va parler ce matin des relations entre Paris et Jérusalem. Binyamin Netanyahou, vous le savez, largement critiqué ces derniers jours en France pour cet appel, je vous le disais, renouvelé aux Juifs de France à émigrer en Israël. Manuel Valls lui-même s'en est pris au Premier ministre israélien. Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter le Premier ministre français. Mon message aux Français juifs est le suivant. La France est blessée, comme vous, et la France ne veut pas votre départ. La France vous dit une nouvelle fois son amour, son soutien, sa solidarité. Cet amour est bien plus fort que les actes de haine, fussent-ils répétés. Et la maison des Français juifs, c'est la France. Je regrette d'ailleurs les propos du Premier ministre Netanyahou. Quand on est en campagne électorale, ça ne veut pas dire s'autoriser à n'importe quelle déclaration. La place des Français juifs, c'est la France. La preuve, la plus terrible qui soit symbolique, c'est que leurs cimetières sont en France. Donc nous devons tout faire et nous le faisons, et ils le savent, pour les protéger. Mais notre force est de rester unis. Notre force est de résister face à ce message de haine. Et ce qui s'est passé dans ce cimetière, c'est bien sûr un message de haine. Et un juif qui part de France, c'est un morceau de France qui s'en va. Donc, c'est ce rassemblement autour de ceux qui sont aujourd'hui victimes de cette haine, autour des juifs victimes de l'antisémitisme, c'est ce rassemblement qui est plus que jamais nécessaire. On ne peut pas tout se permettre, même en période électorale. Manuel Valls est très agacé. Je ne saurais mieux dire que Manuel Valls, parce que je pense, pour ma part, moi aussi, que d'une part, clairement, il faut le dire, l'Aliyah, c'est un fondement du sionisme, c'est un fondement de la création de l'État d'Israël, et je ne peux que formuler l'espoir que de plus en plus de Juifs dans le monde vont choisir de se retrouver ici en Israël, dans un pays où ils sont majoritaires. Mais une fois cela dit, je pense qu'en période tellement sensible pour les Juifs d'Europe, et il ne s'agit pas que des Juifs de France, mais au Danemark et ailleurs en Europe, je crains que ça va arriver aussi, on ne peut pas de cette manière déresponsabiliser les gouvernements européens. Vous avez là un Premier ministre français qui dit des choses admirables sur la responsabilité de la France pour ses citoyens de confession juive. Et François Hollande sur ces images. Et François Hollande, et le Premier ministre danois, et etc., etc. Vous ne pouvez pas, en appelant les Juifs d'Europe de prendre la fuite et venir en Israël, les déresponsabiliser de cette manière. De toute façon, les Juifs d'Europe qui choisiront de faire l'Aliyah ne le feront pas à cause de l'appel ni de Netanyahou ni de qui que ce soit. Et donc, il faut au contraire un appel. Vous, dirigeants d'Europe, c'est votre responsabilité de veiller à la sécurité de vos citoyens. Est-ce que la réponse de l'exécutif français est satisfaisante, est suffisante? Est-ce que le gouvernement en fait assez pour stopper ce déferlement antisémite? Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas en France, je ne connais pas les mesures, mais j'écoute quand même le discours. Et le discours est un discours de détresse, du moins en France, par François Hollande, le Premier ministre Valls, Cazeneuve, etc.
une vraie urgence dans leur voix. Il faut les encourager. Ils ont raison, c'est une urgence, c'est un problème, c'est quelque chose d'inadmissible pour la société française. Et il y a un deuxième élément. Voilà Benjamin Netanyahou, qui fait la morale au monde entier qu'il ne faut jamais céder au terrorisme. Et qu'est-ce qu'il dit aux Juifs de France? Il y a eu 3 attentats, prenez la fuite. C'est donner raison. Il ne dit pas prenez la fuite. Il dit Israël vous accueillera avec les bras ouverts. Oui, ce n'est pas la même chose. Non, si, c'est la même chose. Quand c'est le lendemain d'un attentat, c'est la même chose. Quand c'est il y a 3 mois, dans 6 mois, comme il le faut. Moi, j'étais ambassadeur, moi je sais, moi j'ai travaillé pour l'ALIA sans arrêt. Évidemment, il faut le faire, il faut aider surtout. C'est l'essence même du sionisme, vous l'avez dit. Ceux qui ont choisi plutôt que de faire fuir ou de faire venir ceux qui ne veulent pas venir, qui ne viendront de toutes les façons pas, faites plutôt tout ce qu'on peut ici en Israël pour mieux accueillir ceux qui auront choisi de venir. Binyamin Netanyahou ne rend pas service aux Juifs de France. C'est ce que vous dites aussi dans ce climat extrêmement tendu. Ce n'est pas moi qui le dis. Il en fait une minorité, il en fait des exclus de la société française en les appelant à quitter la France. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les dirigeants de la communauté juive de France et du Danemark, les grands rabbins, qui ont dit ça bien sûr de manière plus subtile. Moi, je suis citoyen israélien, je peux me permettre de critiquer mon Premier ministre. Ils le font de manière plus subtile, mais je pense que ça met les dirigeants de cette communauté dans une situation difficile. Oui. Il y a un demi-million à peu près de Juifs en France. Il y aura 20 000, 30 000 qui vont venir dans les 2-3 années à venir. C'est extraordinaire, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais que faire avec les 450 ou 470 000 qui vont rester? Oui. Qui prendra leurs responsabilités? Si viendra un Premier ministre ou un président français qui dira « Bon, de toutes les façons, ce sont des candidats à l'immigration, pourquoi je me casserai la tête ?» Alors, François Hollande le dit, lui aussi, dans une déclaration qu'il a donnée avant-hier, il dit « Je ne laisserai pas passer des paroles prononcées en Israël ». Il vise évidemment Binyamin Netanyahou, qui laisserait penser que les Juifs n'auraient plus leur place en Europe et en France. Alors, ce ton qui monte de la part de François Hollande, de Manuel Valls, nous prouve qu'on est passé à un autre cap dans les relations diplomatiques, cette fois entre Paris et Jérusalem? Non, je ne pense pas, honnêtement. Je pense qu'il y a un agacement qui est circonstanciel, parce que tous les nerfs sont à vif et clairement, personne ne veut que cela dégénère pour une vraie crise diplomatique. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'une part l'ALIA qui est un fondement du sionisme, mais la création de l'État d'Israël doit aussi avoir changé la situation des Juifs qui choisissent de ne pas venir en Israël. Et c'est sur ce ton-là qu'il faut qu'un dirigeant israélien parle. Les choses ont changé. Votre minorité de confession juive, de vos citoyens, c'est votre responsabilité. Et entre autres, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple qui a trouvé son indépendance nationale. Mais c'est votre responsabilité. C'est comme avait dit à l'époque Yeshayahu Leibovitch, l'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs, c'est le problème des antisémites. La poursuite, les difficultés des Juifs en Europe, c'est la responsabilité des dirigeants de l'Europe. Ce n'est pas le problème des Juifs. Alors en tout cas, on accuse évidemment le Premier ministre israélien de mener sa campagne électorale sur le dos de la France, mais sa campagne électorale se joue ici. Et il a assez à faire en Israël. Dernier épisode en date, cette petite bombe politique. À un mois des élections donc, c'est un rapport officiel qui pointe cette fois du doigt un train de vie excessif du couple Netanyahou. Le point en image. À 30 jours des élections législatives israéliennes, le rapport très attendu du contrôleur de l'État a rendu son verdict sur les dépenses du couple Netanyahou. Et sa conclusion pourrait être retentissante. Dans au moins 2 affaires, le Premier ministre israélien risquait d'être mis en cause. Celle des bouteilles consignées dont les fonds auraient été en partie détournés par sa femme Sarah. Et les meubles de jardin destinés à la résidence officielle, mais qui ont été retrouvés à Césarée, dans la résidence des Netanyahou. Comme le montre ce tableau qui synthétise le rapport, entre 2009 et 2011, les frais du Premier ministre cumulés dans ces 2 résidences ont doublé, dépassant même les $800 000. En outre, le rapport du contrôleur démontre que de 2011 à 2012, les dépenses en nourriture et les réceptions données par Benjamin Netanyahou et son épouse ont littéralement doublé en comparaison de sa première année de mandat. Concernant les commandes de repas à des traiteurs ou à des restaurants,
Nouvelle surprise, les chiffres atteignent plus de 40 000 $ en 2012. Motif, les Netanyahou n'employaient pas de cuisinier officiel. Autre dépense excessive épinglée par le rapport, les dépenses en nettoyage et en pressing. En 2011, près de 300 000 $ ont ainsi été mis à la charge du contribuable, autrement dit passés en frais domestiques par le couple Netanyahou. Ce rapport, s'il n'est pour l'heure accompagné d'aucun acte d'accusation, pourrait interpeller l'opinion et porter préjudice à la campagne de Benyamin Netanyahou. En réaction, par crainte d'un tsunami politique, le Likoud a pris la défense de son chef. Dans un communiqué, il déclare « Le rapport ne propose aucune comparaison avec d'autres institutions en Israël. Il crée un problème notable en n'établissant pas de véritable base d'analyse, car les dépenses d'une résidence de l'État ne peuvent être comparées à celles d'une résidence privée. » Fin de citation. Affaire à suivre. Vous en pensez quoi, cette affaire, Daniel Jacques? Franchement, je suis beaucoup moins impressionné par cette affaire que par le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, le contrôleur de l'État doit faire ce qu'il doit faire et ça fait des titres un peu désagréables. Mais en tant que citoyen israélien, je suis moins inquiet à cause du train de vie excessif du couple Netanyahou que par le train de vie insuffisant d'une grande partie de la société israélienne qui tombe dans la pauvreté. C'est peut-être ça le problème. Est-ce qu'il n'avait pas un devoir moral, à titre d'exemple personnel, d'avoir un train de vie plus modeste, alors que vous l'avez dit, les Israéliens peinent à boucler leur fin de mois? La morale, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On est avec ou pas. Donc, je ne pense pas qu'on puisse changer le comportement de monsieur et madame Netanyahou. C'est ce que vous dites. Mais je pense que surtout à 4 semaines des élections, cela détourne l'attention de la presse, des médias et des campagnes électorales des vrais sujets. Et en quelque sorte, cela rend service au Premier ministre Netanyahou qui, plutôt que d'être forcé à donner des réponses sur ces grands sujets de la sécurité d'Israël, du coût de la vie très élevé en Israël, de la pauvreté, etc., peut envoyer ses avocats et ses conseillers en communication pour parler de tel et tel repas qu'il aurait ou n'aurait pas payé pour sa famille. Maurice, la presse fait ses gros titres ce matin, évidemment, sur cette affaire, la presse israélienne en tout cas. On démarre par le Yediot Aharonot. Oui, mais pour essayer de comprendre quel est l'état d'esprit de la presse israélienne, il faut préciser quelque chose qui n'a pas été précisé, c'est qu'il n'y a pas eu un rapport du contrôleur de l'État, il y en a eu 3. Un rapport sur les dépenses à la présidence du Conseil, un rapport sur les dépenses à la présidence de l'État et un rapport sur le fonctionnement de la Knesset, les dépenses de la Knesset. Donc c'est dans ce contexte que la presse israélienne réagit. Et vous allez voir que dans Yediot Aharonot, le Premier ministre et le président de l'État ne bénéficient pas du tout du même traitement. Le rapport du contrôleur de l'État sur Netanyahou est à 4 pages dans Yediot Aharonot, dont la une de couverture, avec ce titre « Soupçon de comportement frauduleux à la présidence du Conseil ». Le rapport sur Shimon Peres a juste un petit encadré en bas de page, et même pas de première page, budget dépassé de plusieurs millions de shekels et d'emplois fictifs pour Shimon Peres, et là on ne parle pas de soupçon de fraude. Commentaire de Nahum Barnea à propos de Benyamin Netanyahou, 0 de conduite pour le couple Netanyahou, comportement petit, honteux et déplacé. Voilà, 0 de conduite, c'est ce que dit l'Yediot, que dit le Haaretz sur cette affaire. C'est à peu près pareil, là encore, Peres s'en sort bien par rapport à Netanyahou. Haaretz conclut à propos des dépenses excessives de la présidence du Conseil, le contrôleur de l'État a eu peur d'appeler les choses par leur nom. Ce rapport est un document peureux, écrit Haaretz. Yosef Shapira n'a pas eu le courage d'utiliser les mots de vol et de cupidité. Vous voyez, Haaretz c'est très dur. Les titres donnent encore un traitement favorable à Peres sur Netanyahou. À la une, dans la résidence de Netanyahou, agissement par ruse et contre les directives officielles. De l'autre côté, en bas de page, le président Peres a organisé une conférence des présidents officiels sponsorisée par des groupes privés. Alors, dans l'Israël Hayom, journal proche du pouvoir, le titre choisi est quelque peu différent. Israël Hayom court à la rescousse du Premier ministre. Le quotidien met en évidence les dépenses excessives des années 2010-2012 et la baisse spectaculaire de 2013, précisément les années où la résidence était gérée par le majordome en conflit avec Netanyahou. Et le quotidien souligne que le rapport ne prévoit pas
d'action en justice. Et cette conclusion du contrôleur de l'État à la une de Israël Hayom, la résidence du Premier ministre n'est pas du tout adaptée. Il faut dire quand même qu'il y a un problème avec la comparaison avec la présidence, parce que pour le Premier ministre, il s'agit de sa résidence uniquement, alors que tous ceux qui connaissent Israël savent que la résidence du président de l'État est aussi son lieu de travail. Un personnel beaucoup plus conséquent, 130 bien sûr, personnes. Ce n'est pas un personnel pour son train de vie. C'est la présidence et là-bas. C'est comme l'Élysée, en quelque sorte. Ouais. Il y a plus de 100 personnes qui y travaillent, qui n'ont rien à voir avec la vie privée du président, qui qu'il soit. Cela dit, il y a dans le rapport aussi des critiques sur, justement, comme disait Maurice, sur des emplois excessifs, etc. Mais ce n'est pas une comparaison valable. On aurait dû comparer le bureau du Premier ministre à la présidence de Shimon Peres. Voilà qui est dit. Autre titre ce matin, dans la presse israélienne, il est question du Hamas et de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Oui, on va changer complètement de sujet. Le Jerusalem Post titre sur une invention de Tzahal. Alors, on connaissait l'efficacité des drones, ces avions sans pilote qui font le succès des opérations de l'armée de l'air. Eh bien, il y a maintenant les blindés sans pilote, des UGV, ça s'appelle comme ça, qui vont patrouiller le long de la frontière avec la bande de Gaza. Alors, le Jerusalem Post précise tout de même qu'il y a déjà 6 ans que l'armée a mis en service des véhicules sans pilote, des Tomcars, ça s'appelle, chargés uniquement des missions de reconnaissance le long de la frontière. Mais les nouveaux véhicules, les Border Patrollers, sont de vrais véhicules de combat. Ils sont en effet équipés de systèmes de surveillance et d'armes lourdes contrôlées à distance. Alors, toujours au sujet du Hamas, une révélation du Haaretz. L'organisation terroriste enverrait une unité au sud-Liban. Non, pas enverrait. L'info, donc à la une du quotidien Haaretz, reprend en vérité une information publiée par Al-Hayat, qui est le quotidien arabe à Londres, qui cite un responsable de la branche armée du Hamas, Azedine Al-Qassem. Alors Mahmoud Azhar a révélé le 4 février dernier que le Hamas a demandé aux autorités syriennes et libanaises l'autorisation de recruter des unités de combat d'Azedine Al-Qassem dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban et de Syrie. Alors ces unités seront chargées de mener le combat au nord de la Palestine, selon les termes de Mahmoud Azhar, et le responsable d'Azedine Al-Qassem de révéler que cet été, au cours de l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza, le Hamas a déjà tiré des roquettes contre Israël à partir du sud-Liban. Et puis, on termine avec ce rebondissement judiciaire. En Israël, il est question de Charlie Hebdo. Toujours Charlie Hebdo. Finalement, vous allez voir, c'est assez surprenant. Le juge de la Haute Cour de justice propose une solution de compromis qui consiste tout simplement à diffuser Charlie Hebdo en Israël, mais sans sa couverture. C'est un peu comme une journée sans soleil, un Charlie Hebdo sans couverture. Et pourtant, c'est la proposition de compromis élaborée par le juge de la Cour suprême, de la Haute Cour de justice en Israël. Une décision qui fait suite à un appel déposé par le chef du parti Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, après que le juge Salim Djoubran, qui préside la commission électorale, ait interdit la diffusion gratuite de Charlie Hebdo par ce parti au prétexte qu'il s'agissait de propagande et de cadeaux électoraux. Oui. Alors, le député Ahmed Tibi avait en effet protesté devant la commission électorale contre la décision du parti Israël Beitenu. Le réseau de distribution Stemaski, je vous rappelle, avait renoncé à diffuser l'hebdo dans ses magasins sous pression des notables arabes israéliens. Voilà, décision surprenante, avez-vous dit, plutôt bizarre. Et on finit par le Haaretz qui nous explique pourquoi Plantu ne caricature pas le prophète. Oui, le journaliste français a accordé une interview à Haaretz. Vous savez qu'il est en ce moment en visite en Israël. Accompagné par des gardes du corps du reste. Il ne bouge pas sans un garde du corps qui reste à peu près à 3 mètres. Et le quotidien titre « Pourquoi Plantu ne caricature pas le prophète Mahomet ?» Alors, réponse de Plantu, « Je fais des caricatures sur tout ce qui porte atteinte aux droits de l'homme. La caricature française, dit-il, comprend une part de provocation et ces caricatures font partie de la culture française. » Et de citer Jacques Chirac, « Il est impossible de contrôler les Français parce qu'ils sont avant tout gaulois. Ils manifestent toujours, même sans savoir vraiment pourquoi. » Et Haaretz nous avait donc promis de nous dire pourquoi Plantu ne caricature pas le prophète Mohammed. Les raisons avancées sont la liberté d'expression, mais aussi le respect des sensibilités. La question reste ouverte. Je vous conseille de lire l'article. Moi, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Voilà. Alors, vous nous renvoyez vers le Haaretz et on reparlera tout à l'heure de Jacques Chirac, qui parle de Gaulois à cette occasion. Allez, on vient d'évoquer ce rapport
rapport sur les dépenses du couple Netanyahou. Vous déploriez, Daniel Sheikh, qu'il ne permet pas finalement de parler de vrais débats de fond. Pourtant, sur Internet notamment, et c'est ce qu'on va voir à présent, ce débat sur les questions socio-économiques des Israéliens a quand même été lancé par cette affaire. Donc Rudy, c'est un débat qui a démarré, je l'ai dit, sur Internet. C'est Binyamin Netanyahou en personne qui avait tiré le premier finalement pour désamorcer ce rapport, pour l'anticiper. Il avait diffusé une vidéo sur la vétusté de sa résidence. On en parlait ici même hier de cette opération de communication de la part de Benjamin Netanyahou. Lui et sa femme ont ouvert les portes de leur résidence de fonction, donc à Jérusalem. On l'avait vu hier, dans une émission de coaching, de déco, présentée par un architecte d'intérieur, Moshik Glamin. Voilà, alors stupeur, quand il rentre dans l'appartement, il voit une maison vétuste. On va regarder quelques extraits. שלום, מה שלומך? בוקר טוב, איזה מרגש. תודה על כך שאני כאן. חוויה בשבילי. שמח שאתה פה. תוכל לראות את הבית בכל התקלפותו. האמת שכן, זה נראה קצת מתקלף, אבל אני רואה שאתם בסדר בינתיים. קצת שונה ממה שמתארים בחוץ, זה אתה תראה לבד. הוא סובל מאותה בעיה של הבית. את נכנסת בהתחלה זה נראה לך מרשים הספרייה, עכשיו אני קולט שהיא גם משנות ה-50. וכבר קופצים לי המזגן שתלוי לא קשור. מה זה? סליחה, כאילו מה זה? וילון בחדר הכי חשוב בבית. נכון, וואו. זה נראה כמו איזשהו של אורבש. איך כאילו לא מתקשרים ואומרים חבר'ה להחליף וילון בשבוע הבא, להחליף ידיות לדלתות השבורות, לתקן את הרטיבות פה, למה לא מטפלים בדברים האלה? Voilà, vous avez compris, la vidéo, ça dure 15 minutes, elle décrit une résidence limite modeste, vétuste, une opération de com grande comme une maison. Et voilà, mais finalement, donc on l'a dit, le timing était choisi, c'était diffusé la veille donc de ce fameux rapport qui est donc tombé hier soir et qui parle de dépenses énormes pour les Netanyahou, mais effectivement, il y a eu des réactions. Seulement voilà, le coup de com' n'est pas franchement réussi quand on voit les autres réactions sur Internet, notamment des partis challengers du Likoud. Oui, des internautes eux-mêmes et des partis challengers aussi. Alors cette campagne, effectivement, elle se déroule dans un contexte où les loyers ont flambé en Israël sous la gouvernance de Netanyahou et où un Israélien sur 5 et un enfant israélien sur 3 vivent sous le seuil de pauvreté selon les critères de l'OCDE. Alors beaucoup d'internautes israéliens se disent choqués de la démarche des Netanyahou, beaucoup et du côté un petit peu du pathos de cette mise en scène et d'autres voient plus loin. C'est le cas d'Itzik Shmouli, c'est un jeune député travailliste, il a 35 ans, il s'est fait connaître il y a à peu près 5 ans, c'était l'un des chefs de file du mouvement des indignés israéliens qui se battait justement contre le prix des loyers, contre la vie chère et qui s'est donc engagé en politique chez les travaillistes depuis. Donc il a répondu à la vidéo du couple Netanyahou sur le site Ynet en publiant une vidéo dans laquelle il nous fait visiter sa propre maison, sa propre résidence étudiante de la ville de Lod dans un état là vraiment franchement vétuste. Il dit dans cette vidéo, il aurait aimé donc que ce décorateur vienne refaire aussi son intérieur, mais il n'est pas le Premier ministre pour que cela puisse se passer. Et il a aussi invité les internautes. Voilà, on voit cet appartement d'Itzik Shmouli, député travailliste, qui répond donc à Binyamin Netanyahou. Et il parle aussi, par exemple, de la pluie qui tombe dans l'appartement. Enfin, il donne un tas de détails. La vidéo dure 3 minutes et demie. Et puis surtout, il invite aussi les autres Israéliens, l'Israélien Monsieur et Madame Tout le Monde, à envoyer des photos, des vidéos de leur maison, je cite, d'Israéliens ordinaires. Alors vous l'avez dit, c'est assez paradoxal, c'est que les Israéliens reprochent dans cette campagne une guerre des clips, ces fameux clips un peu drôles que l'on voit quotidiennement, et ne pas parler des problèmes de fond. Et c'est finalement par une opération de com que le débat revient vraiment sur la table, un des débats importants de cette élection, c'est-à-dire la vie chère et la pauvreté en Israël. Voilà, et le toutes les logement, questions socio-économiques en Israël. Alors justement, Maurice, quelques chiffres à ce propos. Oui, je vous ai amené deux graphiques pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Je vais regarder le premier. Il s'agit, vous savez que comment on considère que la vie est chère dans un pays. Et ben pour ce qui concerne le logement et l'immobilier, on calcule le nombre de mois nécessaires pour l'acquisition d'un appartement. Le nombre de salaires finalement. Le nombre de salaires nécessaires. Alors, vous allez voir qu'en Israël, il faut pratiquement 148 salaires pour acheter un appartement, alors que par exemple en Hollande on en est à 59, en Grande-Bretagne à 64 et aux États-Unis à 66. Ça veut dire que pour un Israélien, c'est
pratiquement 3 fois plus difficile d'accéder à la propriété que pour un Européen et un Américain. La France, à ce sujet, est à 76 mois de salaire, ce qui est à peu près moyen. Maintenant, il faut savoir que cette augmentation du nombre de mois nécessaires n'est pas nouvelle. Je vous ai préparé un deuxième graphique, vous allez voir. C'est juste parce que les salaires baissent ou parce que les prix de l'immobilier augmentent? Les deux, les salaires baissent. Ne baissent pas, mais disons, en valeur réelle, ils sont pas indexés. En pouvoir d'achat. Ils sont indexés au coût de la vie, donc ça se maintient, mais le prix de l'immobilier explose. On est dans une bulle immobilière pratiquement en Israël. Et je vous ai préparé un second graphique. Vous allez voir, par exemple, pour acheter un appartement ancien, en 2007, il fallait 100 le salaire. En 2011, il en fallait déjà 135. Ça veut dire que la hausse au cours de ces dernières années de mandat du Likoud est énorme. Alors maintenant, tout ça intervient effectivement dans une période où, par exemple, je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps, l'été 2011, il y avait un demi-million d'Israéliens qui étaient descendus dans la rue justement pour protester contre cette hausse des loyers et contre cette difficulté pour les jeunes couples d'acquérir à la propriété. En 2011, vous avez vu dans les graphiques qu'on a présentés, c'était l'année où la présidence du Conseil dépensait le plus d'argent justement pour le fonctionnement de la maison privée du Premier ministre. Comment vous expliquez, Daniel Sheikh, que cette révolte sociale qui avait démarré en 2011, mais que le malaise des Israéliens persiste et n'est pas prise en compte, il n'y a pas de réponse donnée par le gouvernement? Personnellement, je pense que c'est une démonstration d'insensibilité totale de ne pas avoir pris en considération, ou du moins de ne pas avoir fait des choses, parce que dans les paroles et dans la communication, tout le monde en parle évidemment, la classe moyenne, la pauvreté, etc., c'est l'inquiétude de tout le monde. Mais le gouvernement en place, qui lui a les moyens d'y remédier, de toute évidence n'a rien fait, puisque sur les 5 ou 6 dernières années, les prix des logements, notamment, a augmenté de plus de 30%. Et le coût de la vie, les affaires quotidiennes, les produits de base, eux aussi, c'est encore plus flagrant si on fait la comparaison avec l'Europe. Et donc, cette petite guerre de vidéoclips, franchement, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, cela détourne le discours, et heureusement que les internautes sont plus intelligents que les communicants du Premier ministre. Merci beaucoup Daniel Sheikh d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. À suivre dans le Morning, après les attentats de Paris et de Copenhague, un phénomène est au cœur du débat, la radicalisation derrière les barreaux. Alors que se passe-t-il dans ces prisons européennes? Élément de réponse après un nouveau journal. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Après les attentats de Paris et de Copenhague, un phénomène est au cœur du débat, la radicalisation dans les prisons européennes. Alors on va en parler dans un instant avec vous, Myriam et Miri. Mais avant cela, on revient sur le parcours d'Omar Hamid El Hussein. C'est l'auteur du double attentat à Copenhague. Il est passé lui aussi par la case prison, de la délinquance au terrorisme. Le récit de Leslie Rezoug. De la petite délinquance au djihad, 3 jours après l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Danemark, on s'interroge désormais sur le parcours d'Omar El Hussein. C'est dans cet environnement déshérité qu'a grandi le jeune homme d'origine palestinienne. À la périphérie de Copenhague, près de 2000 personnes, dont 86% d'origine étrangère, vivent à Nørrebro. C'est au pied de ces immeubles que le jeune homme aurait amorcé son chemin vers la radicalisation. Omar El Hussein a d'abord rallié l'un des gangs qui sèment la terreur parmi la population. D'actes de vandalisme en agression, il se crée un profil de délinquant bien connu des services de police. Pour le porte-parole du Conseil islamique danois, Omar El Hussein serait surtout un jeune homme sans repère. Peut-être qu'il voulait créer la révolution dans la société, car il n'avait pas réussi à trouver sa place dans la société. Il est ensuite arrêté pour avoir agressé un jeune homme dans le métro, ce qui lui vaut une condamnation à 2 ans de prison en décembre 2014. Il sortira finalement en janvier dernier, 2 semaines seulement avant l'attaque.
Et c'est bien en détention que le jeune homme aurait pu se radicaliser. Dans un communiqué, les services de renseignement ont dit avoir reçu en septembre 2014 un rapport des autorités pénitentiaires faisant état d'un risque. Et c'est aussi en prison qu'il aurait affirmé pour la première fois vouloir partir combattre en Syrie. Il est alors placé sur une liste de personnes à surveiller par les services de renseignement. Pourtant, pour les habitants de son quartier, Omar El-Hussein n'était pas dangereux. Et certains lui rendent même hommage en déposant des fleurs. Je pense que ce qu'il s'est passé l'autre jour est tragique. Il y a eu de nombreuses victimes et quelqu'un a perdu un être aimé ici aussi, qui a fait quelque chose de terrible. C'est une perte pour lui et une perte pour nous tous en tant que communauté. Des fleurs qui ont été enlevées par ses amis du quartier car cela serait contraire à l'islam. Et Copenhague reste sous tension. Des démineurs sont brièvement intervenus ce mardi matin près du centre culturel touché samedi après la découverte d'une lettre suspecte qui s'est révélée sans danger. De leur côté, les institutions juives sont plus que jamais sur leur garde. Une école aurait été fermée et la radio communautaire danoise a suspendu ses émissions. Alors, on vient de le voir, l'auteur présumé des attaques de Copenhague avait donc séjourné en prison. Il en serait sorti 2 semaines seulement avant de perpétrer ce double attentat. Myri, tous les autres auteurs d'attentats en France et en Belgique ces dernières années sont passés eux aussi par la casse-prison. Oui, Mohamed Merah, le tueur de Toulouse, Mehdi Nemmouche, celui de Bruxelles, qui était français, il faut le rappeler, mais également les frères Kouachi dernièrement et Koulibaly, puis enfin le terroriste présumé de Copenhague, sont tous passés par cette case prison. Et on ne s'intéresse pas assez à ces délinquants qui rentrent en prison, puisqu'à la base, tous étaient condamnés pour des faits de délinquance, et on ne s'intéresse pas assez à eux, comme le dit ce spécialiste. La prison, pour les djihadistes et pour d'autres, est une espèce d'université du crime en quelque sorte. On a l'impression qu'on s'intéresse à ceux qui sont déjà radicalisés. On s'intéresse beaucoup moins aux petits criminels du type de celui dont on parle et qui, eux, n'apparaissent pas dangereux puisqu'ils ne sont pas musulmans ou pas radicalisés quand ils arrivent en prison. Et ces choses-là, on passe à côté. Alors le problème à la source, c'est évidemment ces éléments radicalisés déjà au départ et qui sont prêts à entraîner les autres prisonniers dans leur islamisme, leur vision de l'islam, comme l'explique cet aumônier musulman justement. Ce qui se passe souvent pour les plus radicalisés, c'est des gens qui étaient des délinquants, qui ont lu 3 ou 4 ouvrages de très mauvaise qualité, se sont laissés pousser la barbe et se sont pris pour des savants, tout d'un coup, du jour au lendemain, alors qu'ils dealaient de la drogue ou braquaient des banques. Vous voyez, on en était là au départ. Enfin, ça part de là, donc c'est complètement surréaliste de penser qu'un détenu peut devenir comme ça savant du jour au lendemain. Alors c'est surréaliste, il le dit, mais n'empêche que ces éléments radicalisés, ces extrémistes exercent de véritables pressions au quotidien sur leurs co-détenus. Donc les plus sectaires sont vraiment très actifs. Ils exercent une pression quotidienne, tout simplement en détention. Donc ils vont d'abord, il y a les appels à la prière qui sont répétitifs, donc pour inciter les gens à faire leur prière, alors que le règlement intérieur de la prison l'interdit. C'est cette pression quotidienne qui parfois est très lourde en détention et qui gêne tout le monde, qui gêne même tout le personnel, que ce soit le personnel médical, les surveillants, l'administration. Et même les aumôniers, puisque moi j'ai eu maille à partir avec 2 d'entre eux qui sont venus dire aux autres détenus qu'il ne fallait pas assister au culte, que la prière n'était pas valable derrière cet imam, sous prétexte que ce n'était pas eux qui l'avaient choisi. Voilà, donc ces pressions-là, il prend l'exemple de l'appel à la prière ou le fait qu'on éloigne les autres détenus musulmans de lui, de ses prêches à lui qui est aumônier officiel de cette prison-là. Il y a d'autres pressions, l'interdiction d'un co-détenu de regarder la télévision, l'empêcher de mettre des posters de jeunes femmes. Vous savez que certains prisonniers aiment ça. Voilà, ce sont des pressions quotidiennes qui sont un petit peu discrètes, si vous voulez, mais qui existent et qui finalement arrivent à atteindre les plus faibles, en tout cas les détenus les plus isolés qui sont en manque de repères. C'est toujours ce même problème. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement cette
ce refuge vers l'islamisme radical que trouvent ces détenus qui n'ont rien à voir, a priori, avec cet islamisme radical en prison? Alors d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que la prison est un des facteurs de radicalisation, mais qu'elle n'est pas le seul. On y trouve des jeunes qui avaient commencé une radicalisation avant, qui vont la poursuivre après. Donc oui, effectivement, il y a une espèce de concentration au sein des prisons, mais c'est avant tout parce que la prison, c'est un petit peu le seuil de toutes les radicalités. On y vient pour un crime, on y est puni, il y a tous les extrêmes dans une prison. Il faut un petit peu revenir à cette source-là, et même dans les solutions qu'il faut envisager, il faut faire extrêmement attention. On parle de potentielle isolation des prisonniers. Il y a une expérimentation qui a été tentée à la prison de Fresnes. Christine Taubira, la ministre de la Justice française, affirme vouloir aujourd'hui l'étendre, et pourtant même cette mesure est extrêmement contestée. Oui, elle évite la contagion, mais d'un autre côté, elle provoque peut-être aussi une concentration. Alors du coup, pas d'appel à la prière dans le stade de foot de la prison. Effectivement, ça va peut-être aider à ça, mais d'un autre côté, une ultra-radicalisation, la formation d'un noyé et d'un nouveau leadership radical peut-être toujours en prison. Alors, c'est pas nouveau, hein, ce phénomène. D'ailleurs, les autorités pénitentiaires en France avaient déjà tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Le problème, c'est que les solutions qu'on veut apporter à ce problème ne sont pas toujours adéquates et ne sont pas toujours possibles. Alors, tout d'abord, la première solution, c'est celle que proposent les aumôniers et les imams musulmans, notamment en France. C'est donc d'augmenter le nombre d'aumôniers officiels, ceux qui seraient reconnus par l'État et par l'établissement pénitentiaire, parce que, selon eux, c'est ce manque-là, le manque d'aumôniers, qui est la source du problème. Comme la nature a horreur du vide et que les aumôniers ne sont pas assez présents ou qu'il n'y en a pas assez, les détenus qui ont un besoin spirituel, un besoin de rapprochement vers leur religion, vont aller vers des détenus qui pratiquent. Donc, soit qui se sont laissés pousser la barbe, qui leur paraissent pieux en apparence. Et là, c'est un peu au bonheur la chance. Hein. Si c'est un détenu qui est lui-même parti dans une lecture coranique, je dirais sectaire, là par contre, il y a du souci à se faire. Il y a donc du souci à se faire, et puis surtout augmenter l'effectif. Le nombre d'aumôniers est un problème d'abord financier, hein. Vous savez, il manque de moyens, les prisons manquent énormément de moyens aujourd'hui, mais pas seulement parce que ces aumôniers-là, il faudrait les former. Donc c'est également un problème de formation, et là encore, le Premier ministre français l'a déclaré pas plus tard qu'hier ou avant-hier, enfin il y a quelques jours, il faut une structuration d'abord et avant tout de la communauté musulmane pour pouvoir permettre les formations, pas seulement d'aumôniers dans les prisons, mais également des imams dans les mosquées, puisque vous savez que les prédicateurs sont évidemment une source d'inspiration et d'influence sur ces prisonniers ou sur les personnes qui seraient candidates à la radicalisation. Alors justement, Manuel Valls en fait une priorité, cette volonté de légiférer, de faire de l'ordre dans l'islam de France. Finalement, est-ce qu'on sait comment il va s'y prendre? Plus que de légiférer, ce serait d'abord de mieux l'encadrer et de mieux lui donner une légitimité, et pour ce faire, de lui donner une véritable vitrine. Aujourd'hui, les statistiques sur l'islam de France, il n'en existe pas. Alors, on peut considérer que c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas savoir combien de juifs, combien de musulmans, combien de minorités il existe en France, de religions et en fonction de leurs origines. C'est une mauvaise chose, c'est contre les valeurs de la République, et ça, il faut le maintenir. Mais le problème, du coup, c'est qu'on ne sait rien. Le métier d'imam en France n'existe même pas formellement. On leur donne le titre de formateur, d'enseignant, mais pas précisément d'imam. Alors, du coup, on a des approximations. On estime qu'il y a à peu près 2000 imams en France, et que seulement à peu près 200 d'entre eux auraient été formés en France. Des centres de formation en France, il en existe, notamment associés à la Grande Mosquée de Paris, mais avec évidemment un nombre de places insuffisant, ce qui entraîne évidemment une importation de cette connaissance-là de l'extérieur. Ils viennent de Maghreb, ils viennent de Turquie, ces imams-là, et du coup, à chaque pays, sa culture politique, sa culture religieuse, et on en arrive des fois à des positions beaucoup plus extrémistes que ce que la France souhaiterait. Et s'il y a aujourd'hui des séminaires pour les prêtres chrétiens et des écoles de rabbinat en France, alors peut-être qu'il faudrait aussi systématiser, à mesure de la demande de la communauté musulmane, une formation pour ces imams qui correspondent davantage aux valeurs de la République avec lesquelles l'islam n'est pas forcément en contradiction. Alors l'encadrement de ces imams, la formation de ces imams n'est pas la seule solution proposée. Il y a une autre solution qui est proposée, Myriam en a parlé il y a quelques instants, c'est d'isoler ces éléments radicaux qui sèment en fait, qui sont prosélytes et qui cherchent à entraîner les autres co-détenus dans leur vision de l'islam. Et en fait, il faudrait donc isoler ces islamistes connus de la justice. Depuis que la France fait face aux terroristes depuis les années 1993-1994, on arrête des terroristes qui radicalisent des gens qui sont en prison, qui deviennent des terroristes, qui eux vont en prison, qui radicalisent des droits communs. Et comme ça, c'est un phénomène qui dure depuis plus de 20 ans. Donc je crois qu'il faudrait cesser d'entrer dans cet engrenage. Il faudrait avoir
des prisons qui soient adaptées, alors ça c'est un gros problème financier, des prisons qui soient adaptées pour que les terroristes soient à l'isolement, pour que ces terroristes ne soient jamais au contact des droits communs, pour éviter que, j'allais dire, nous fabriquions nous-mêmes des terroristes, parce que c'est ce qui se produit. Il y a deux problèmes à cette solution. La première, il l'a dit, c'est le manque de moyens et de structures. Les structures n'existent pas pour les isoler. Et ensuite, un isolement on les isole, c'est-à-dire qu'on les met en cellule d'isolement, par exemple, ne dit pas qu'ils ne seraient pas en contact avec les autres prisonniers. Je tiens à rappeler que Koulibaly, l'auteur des attentats de l'Hyper-Cacher, lui était en contact avec un élément très radical, islamiste, connu et reconnu, qui était à l'isolement, mais à l'étage juste au-dessus, et qui communiquait par la fenêtre. Donc également une manière de se radicaliser et d'écouter. La population de fait des prisons en France, voilà, aujourd'hui 90% des prisons françaises connaissent un surpeuplement de plus de 200%. Ces places d'isolement, elles n'existent pas. Voilà, et au-delà de ça, ça crée un autre problème, c'est-à-dire qu'on met à l'isolement des personnes qui sont susceptibles d'être des meneurs de cette extrémisation, mais d'un autre côté, elles ne sont pas traitées, leur insertion n'est absolument pas favorisée, bien au contraire. Voilà, alors précisément, on se pose évidemment la question des solutions à apporter à cette radicalisation, mais on a l'impression que là encore, cette proposition d'isolement, finalement c'est un petit sparadrap sur une blessure qui est déjà ouverte et que ce sont des solutions qui arrivent trop tard. Est-ce qu'il y a encore des possibilités aujourd'hui de traiter en amont ce problème de la radicalisation ? Il existe un seul mot, et il est globalement non satisfaisant pour la majorité de la population française qui est aujourd'hui trop inquiète, mais pourtant c'est la seule réelle solution et c'est l'éducation. C'est l'éducation avant, c'est l'éducation après, c'est favoriser l'éducation pour permettre une meilleure insertion professionnelle, c'est favoriser l'éducation pour permettre une meilleure réinsertion de ces prisonniers des droits communs qui ne sont pas appelés à devenir terroristes et pourtant c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça la phrase qu'il faut retenir de cet expert en contre-terrorisme aujourd'hui, c'est qu'on transforme en France des prisonniers de droits communs en terroristes. Et pour fuir cette impasse aujourd'hui, au-delà de l'éducation, eh bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'État a divers moyens à sa disposition et qu'il faut refuser de fuir immédiatement dans les extrêmes. Il faut fuir ce principe de action-punition immédiat. Il y a des actions, effectivement, il faut une punition, mais il y a différents niveaux de punition. Et de la même façon, il faut fuir, il n'y a jamais eu d'autant d'arrestations en France pour apologie du terrorisme. Alors oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est une prise de conscience du problème. Maintenant, comment punir l'apologie au terrorisme ? Par une peine de prison systématique ? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres moyens ? Est-ce que c'est la bonne solution que de les jeter dans ce terreau de la radicalisation qu'on est en train de décrire ? Alors peut-être oui, en fonction des profils, peut-être non. Lorsqu'il s'agit de mineurs, on a parlé d'apologie du terrorisme pour des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Alors quoi ? Alors il existe aujourd'hui d'autres solutions que l'État français a dans ses mains. Il y a des peines d'intérêt généraux, il y a des stages de citoyenneté, il y a des périodes de probation, il y a des suivis par du personnel compétent et ce sont ces systèmes-là qu'il faut à tout prix renforcer. François Hollande l'a dit lui-même hier, il parlait d'actes antisémites avec ces profanations de tombes. Il s'est rendu hier dans ce cimetière du Bas-Rhin. On a vu les images ce matin et il a dit la solution finalement à ces actes antisémites n'est pas de poster des soldats devant toutes les écoles juives et devant toutes les institutions juives, mais de veiller en amont à éviter cet antisémitisme de la société française par l'éducation. Mais est-ce qu'il ne se réveille pas trop tard ? Alors d'abord, la solution, c'est aussi de poster des soldats. Et si François Hollande ne l'assume pas complètement, c'est parce que la France n'a pas tout à fait les moyens de le faire et qu'aujourd'hui, on affirme déjà que ce plan Vigipirate qui est en place depuis près d'un mois, eh bien la France n'a pas les moyens de le renouveler pendant plus de 3 mois sans connaître de sérieux problèmes de ressources humaines au niveau de son armée française. Donc ça, c'est un petit peu une fuite en avant de François Hollande à laquelle il faut faire extrêmement attention parce que la menace terroriste, elle est réelle et que ces attentats peuvent se reproduire n'importe quand et que Manuel Valls a dit lui-même, il faut d'une certaine façon, même si c'est très triste à dire, s'habituer au terrorisme. Maintenant, d'un autre côté, oui, l'éducation, c'est une vraie réalité. Et François Hollande a fait le choix très juste dans cette visite au cimetière de s'entourer de plusieurs étudiants et lycéens qui venaient notamment du même lycée que ces mineurs qui ont été interpellés, parce que la voie de l'avenir, elle est dans cette éducation. Merci beaucoup à toutes les deux. À suivre dans le Morning, on parlera de la situation en Ukraine qui reste extrêmement tendue. Ce matin encore, malgré le cessez-le-feu instauré ce week-end, eh bien, les combats entre indépendantistes et forces loyales se poursuivent. On y revient après un nouveau journal. On prend tout de suite la direction de l'Ukraine où malgré l'instauration du cessez-le-feu ce week-end, eh bien, les combats se poursuivent. L'optimisme du couple franco-allemand est retombé. Hier, s'en est suivi un nouveau round de négociations téléphoniques au plus haut niveau. On fait le point en images.
Il semble bien loin le cessez-le-feu signé dimanche. Les combats continuent dans l'est ukrainien et les rebelles séparatistes étendent leur pouvoir à de nouvelles villes. Ils sont entrés ce mardi à l'intérieur de la ville de Debaltsev où de violents combats ont éclaté. La ville située à équidistance de Donetsk et Lugansk est un enjeu stratégique pour ces combattants car cela leur permettrait de relier leurs deux bastions plus facilement. Il y a certaines zones de ce village qui sont sous le contrôle des rebelles. Une opération de nettoyage est en cours et nous visons des cibles précises pour reprendre le contrôle de la région. Les combats à l'arme lourde ont aussi repris du côté de Mariupol. Les représentants de l'OSCE ne peuvent que constater, mais se montrent assez optimistes sur la situation globale. La mission établit que le cessez-le-feu est généralement respecté, mais des incidents ont été observés directement par la mission et nous en avons pris note. L'Union européenne a appelé au retrait ce mardi des armes lourdes de la ligne de front de l'Est ukrainien, mais difficile de croire à cette probabilité tant que le cessez-le-feu n'est pas vraiment respecté par les belligérants. Bonjour Galia Ackerman, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, historienne, spécialiste de la Russie. Alors Galia, est-ce qu'on peut parler encore d'un cessez-le-feu raisonnablement ce matin? Écoutez, c'est le point chaud réellement dans toute cette zone, c'est-à-dire la région de Debaltseve où il y a quelques milliers de militaires ukrainiens pratiquement assiégés par les séparatistes, qui crée problème parce que les séparatistes veulent pratiquement détruire cette poche de résistance ukrainienne et élargir leur contrôle sur une zone stratégique en nœud ferroviaire dans le Donbass. Et donc, eux, ils disent que ces accords de Minsk ne prévoient pas concrètement l'arrêt des hostilités dans ce point. Bien sûr, c'est ridicule. Parallèlement, on apprend ce matin que la soi-disant République de Donetsk veut poursuivre en justice Poroshenko et Yatsenyuk, le premier ministre ukrainien, pour avoir déclenché la guerre dans le Donbass et avoir envoyé, disent-ils, des troupes punitives contre la population civile. Bien sûr, ce n'est pas l'atmosphère dans laquelle on peut espérer que ce cessez-le-feu perdure. Alors justement, les forces loyales et les forces séparatistes s'accusent mutuellement de ne pas respecter ce cessez-le-feu. Où est la vérité? Écoutez, il est très difficile de connaître la vérité depuis loin, mais je suppose que ce sont plutôt les séparatistes qui ne respectent pas parce qu'ils ont un objectif précis. Ils veulent occuper cette ville de Debaltseve complètement ou encore continuer à résister dans des conditions extrêmement difficiles, plusieurs milliers de soldats ukrainiens. Alors, un mot de Poutine encore dans cette affaire. Est-ce qu'on comprend un petit peu mieux à la lumière des derniers événements ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche à gagner des kilomètres carrés, à une avancée territoriale en Ukraine, ou est-ce qu'il cherche à s'imposer sur la scène internationale dans ce bras de fer diplomatique avec l'Union européenne? C'est comme toujours, vous savez, dès le début, c'était une guerre hybride. Et le comportement de Poutine est aussi un comportement extrêmement ambigu. C'est-à-dire, en catimini, de façon d'ailleurs assez ouverte, il soutient les séparatistes avec les armes, avec des instructeurs, avec des renforts militaires quand il le faut. Il leur fournit toute aide logistique. Il y a des armements extrêmement sophistiqués. Et en même temps, c'est lui qui est l'acteur principal de la paix. Et je crois que tant que l'Occident va jouer à ce jeu, si j'ose dire, on n'aura pas la paix. Parce que l'agresseur n'est pas quand même tout à fait clairement indiqué. Quand il y a des sanctions, les sanctions touchent un certain nombre de hauts fonctionnaires maintenant, même un vice-ministre de la Défense. Mais en fait, ces sanctions
ne touche pas personnellement Poutine. Or, c'est lui qui est instigateur de cette guerre. Merci beaucoup Galia Ackerman d'avoir été avec nous ce matin. Et on en vient à cette histoire. Voilà, on en vient à cette histoire assez incroyable qui a bouleversé l'Argentine dans les années 70. Une opposante à la dictature donne naissance à un petit garçon alors qu'elle est en prison. Elle sera ensuite exécutée et 36 ans plus tard, eh bien, ce jeune homme a été retrouvé par sa grand-mère, petit-fils 114. C'est un reportage de Carlos Gurevich pour i24 News. Il était appelé le boucher de Plaszow, Amon Goeth, qui commandait le camp de concentration en Pologne occupé par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, un criminel de guerre condamné et le grand-père d'une femme noire d'origine allemande. C'était très difficile pour moi de comprendre comment il pourrait se comporter. Il était un symbole de la cruauté humaine. Jennifer Tighe a découvert avec stupeur le passé nazi de sa famille alors qu'elle se rendait par hasard dans une bibliothèque de la ville de Hambourg. Cher Guido, c'est la dernière lettre que je t'écris, car maintenant je peux te dire combien je t'aime, en te regardant dans les yeux. Je t'ai retrouvé, tu m'as retrouvé, nous nous sommes retrouvés, mon cher petit-fils. Celle qui écrit cette dernière lettre à son petit-fils, c'est Estela de Carlotto, présidente des Grands-Mères de la Place de Mai, une association célèbre en Argentine et dans le monde pour son combat, la recherche des enfants retirés illégalement à leurs mères enceintes, séquestrés et assassinés entre 1976 et 1983, pendant la dictature militaire argentine. Sa propre fille, Laura, a fait partie de ces victimes. Elle n'avait que 23 ans. Estela nous accueille dans son modeste bureau au centre de Buenos Aires. J'ai commencé ma quête il y a 37 ans. J'étais seule au départ. Je ne savais pas quoi faire avec mes craintes. Et j'ai mis ma vie presque entièrement de côté. Pourquoi ? J'ai malheureusement une fille enterrée au cimetière et un petit-fils qui a déjà 8 ans. Et je ne sais pas qui l'élève. Ils l'ont arraché à ma fille 5 heures après sa naissance, dans un camp de concentration, où elle a accouché avec les mains menottées et une capuche sur la tête. Devenue le symbole des grands-mères, Estela lance sa croisade pour trouver des soutiens au niveau local et international, comme ici, en 2008, à Paris, lors de l'inauguration du Jardin des mères et grands-mères de la Place de Mai. Je lutte pour la vérité et la justice pour Laura et ses 30 000 compagnons. Je lutte pour retrouver mon petit-fils. Je ne sais pas où il est. Je parcours le monde car je sais que le monde peut aider à les retrouver. Je ne veux pas mourir sans l'embrasser. J'ai reçu un appel de ma tante Claudia Carlotto, la fille de ma grand-mère. La sœur de ma mère est membre de la CONADI, Commission nationale pour le droit à l'identité, l'institution en charge de l'enquête. Elle m'a appelé et m'a dit que le test ADN s'était avéré positif, que cette information avait déjà fuité pendant la procédure et qu'elle était déjà dans la sphère publique. Elle m'a dit qu'elle devait me le dire, même si ça ne relevait pas de ses compétences. Mais elle devait me le dire avant que je ne le découvre par les médias, que j'étais le petit-fils d'Estela de Carlotto et qu'elle-même était ma tante. Et tout d'un coup, j'ai bondi. J'ai poussé des cris. J'ai dit « Mon Dieu, c'est vrai ?» Nous nous sommes embrassés, nous avons pleuré ensemble. C'était comme un baume au cœur. C'était comme si mon âme était revenue dans mon corps. Bonsoir à tous, je m'appelle Ignacio ou Guido parce qu'elle est très ferme là-dessus. Grand-mère et petit-fils font leur apparition ensemble pour la première fois. La conférence de presse a un retentissement local et international important. Pour les médias, l'apparition du petit-fils 114 est devenue l'événement de l'année. C'est une grande combattante. Un exemple de persévérance dans sa lutte, sans haine, avec l'énorme douleur de la perte d'un enfant. Cette douleur ne l'a pas arrêtée, au contraire, elle l'a renforcée. Elle et les autres grand-mères. Je crois que c'est aussi pour ça qu'elles ont obtenu une telle reconnaissance en tant que personne et en tant qu'institution, dans le sens qu'elles ont montré un exemple de comment on peut traverser la douleur.
Tout le monde ne peut pas le faire, mais elle a pu le faire. Voilà une histoire poignante que vous pouvez retrouver dans son intégralité dans l'émission Reportage avec Stéphane Calvo. Bonjour Betsabé. Bonjour Barbara. Allez, on passe en revue quelques titres de la presse internationale. Ce matin, ce sont vos clics, premiers clics. Une information révélée par le journal Le Monde. Oui, alors jamais jusqu'à présent la preuve que les frères Kouachi et Hamidi Koulibaly s'étaient formellement concertés dans leurs attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. Eh bien, jusqu'à présent, la preuve n'avait pu être établie. Eh bien, les enquêteurs en ont désormais la certitude. L'information a été révélée hier par Le Monde. En exclusivité, on sait désormais qu'il y a eu un SMS à 10h19 le 7 janvier envoyé depuis le domicile de Chérif Kouachi vers l'une des 13 lignes avec lesquelles jonglait Koulibaly. Une heure plus tard, on s'en rappelle, les frères Kouachi débarquaient à Charlie Hebdo armés jusqu'aux dents. Alors qu'est-ce que ça montre ? Eh bien, ça montre que ces trois individus s'étaient minutieusement préparés. D'ailleurs, l'information a été reprise par les médias à l'étranger comme par CNN par exemple. La ligne de téléphone utilisée alors n'aurait été ouverte que dans le but de permettre aux trois hommes d'échanger discrètement durant les 24 dernières heures avant le début des tueries. D'ailleurs, seulement 6 messages auraient été échangés sur cette ligne ad hoc, le dernier étant celui de 10h19. Voilà, allez, on reste en France avec le procès du Carlton, DSK, qui continue de faire les gros titres. Oui, et un dossier qui commençait déjà à s'émietter. Eh bien, le New York Times relève que depuis que plusieurs parties civiles ont retiré leurs accusations, eh bien, le dossier s'émette de plus en plus. Hier, le ministère public a requis la relaxe pure et simple pour l'ancien directeur général du FMI. On se dirige donc vers la relaxe avec en plus un quantum de peine très modeste, comme le soulignait RFI. Quelques mois avec sursis, 5 à 10 000 euros d'amende. Le procureur Febvre a d'ailleurs minimisé l'affaire, précisant qu'il travaillait avec le code pénal et pas avec le code moral. Lançant, nous n'avons pas démantelé un réseau mafieux de proxénètes, mais plutôt un groupe d'amis qui fait la fête pour satisfaire des égos, des ambitions, chacun y trouvant un avantage. Un peu plus, on lui disait que DSK avait une vie stressante, Barbara, et qu'il avait juste besoin de se détendre. Vous avez très mal à la gorge, Betsabé. Je peux sourire, c'est pas gentil. Vous me faites de la peine. Allez, on souffre mais pour 2 minutes encore. On parle d'un verre informatique développé par la NSA. Ouais, alors le verre mis au point par l'agence de sécurité américaine lui aurait permis d'infecter des milliers, voire des dizaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Pourquoi ? À des fins d'espionnage, bien sûr. C'est Kaspersky, c'est un éditeur d'antivirus russe qui a mis à jour ce programme espion dissimulé dans les disques durs vendus par des grandes marques. Alors vous avez ici Seagate, Toshiba, IBM, Samsung. Or, eh bien, le disque dur est capable d'infecter l'ordinateur et tout ce qui lui est branché. Alors notez que la plupart des ordinateurs infectés se trouvent où ? Eh bien, en Iran, en Russie, au Pakistan, en Afghanistan, en Chine, au Mali, en Syrie ou encore en Algérie, de quoi laisser soupçonner un espionnage étatique, écrit Nouvelle Obs. Et on reste aux États-Unis avec cette révélation sur le fameux Yes Weekend d'Obama. Ouais. Yes Weekend, donc cette formule populaire qui a marqué, on le sait, la campagne victorieuse de Barack Obama, c'était en 2008. Eh bien, celui-ci, Obama, trouvait ce slogan un peu niais au début. Heureusement pour lui, il a suivi l'avis de sa femme Michelle, écrit Le Figaro. C'est dans une interview au New York Times qu'un ancien conseiller du président, David Axelrod, raconte comment est né le slogan. Nous sommes en 2004, alors Obama brigue le poste de sénateur de l'Illinois et il enregistre une série de clips de campagne. Or, le premier finit par cette phrase qui laisse Obama sceptique. Il demande alors à Michelle qu'est-ce qu'elle en pense et elle, eh bien, ne trouve pas ça niais. Et du coup, le clip, la formule a été adoptée. Comme quoi, il faut toujours écouter sa femme. Exactement. C'est la leçon du jour. Allez, on finit dans l'eau. On finit dans l'eau, ça nous fera du bien à ceux qui cherchent des idées de reconversion. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel rapporte cette semaine un exemple de reconversion professionnelle plutôt originale. En fait, après avoir fait un burn-out, c'est une infirmière de 34 ans qui a décidé de devenir professeure de natation. Mais au lieu d'apprendre à ses élèves à nager le crawl ou la brasse, eh bien, elle a décidé de leur apprendre à se mouvoir dans un costume en queue de sirène. Alors, sachez que l'école a été fondée il y a 8 mois et qu'apparemment, ça connaît beaucoup
beaucoup de succès, ça fait beaucoup de petites heureuses. Et pas que des petites filles, puisqu'à travers le monde, il y aurait de plus en plus d'écoles de sirènes. Et ça plaît aux grands, et ça plaît même aux hommes, Barbara. Voilà. À mon avis, ça muscle les fessiers. On va essayer. L'école des sirènes. Merci Betsabé. À suivre, la pop culture a une nouvelle icône. Internet s'est emparé du phénomène. Il est l'incarnation de la branchitude et il s'appelle Jacques Chirac. On y revient après un nouveau journal. Restez avec nous. Allez, on parle d'un phénomène qui prend de l'ampleur sur Internet. Rudy, décidément, vous me surprenez. C'est nouvelle icône de la pop culture, l'incarnation même de la branchitude. Jacques Chirac. Oui, Jacques Chirac, 82 ans, c'est le plus branché du monde, swag même, cool, hype, enfin choisissez le terme. C'est un phénomène qui se développe, qui n'est pas nouveau, qui se développe depuis plusieurs années sur des blogs. L'ancien président est devenu une véritable icône. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces blogs ? Eh bien, déjà, un florilège de photos qu'on va voir. Alors voilà, là, on voit par exemple des produits dérivés Jacques Chirac. Ça apparaît énormément. Et donc, vous voyez sur ces blogs des photos totalement 70s, dans des situations détendues, voire absurdes, un goût pour le personnage qui ne cesse de croître. Et puis, cette semaine, un site a fait le buzz, c'est la Chirac Machine. Alors la Chirac Machine, c'est un sampler. Vous savez ce que c'est qu'un sampler ? On va le voir. Alors, c'est la Chirac Machine. C'est un sampler. Vous voyez apparaître des mots-clés. Vous allez les voir apparaître. Et je vais juste vous demander sur la prochaine image de cliquer. Vous allez voir. Voilà, il y a abracadabra, halo, bruit, bûche, etc. Juste cliquer sur un mot. J'en choisis un à tout hasard. À tout hasard. Concorde. Allez, Concorde. Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, c'est pas normal. Donc le principe, c'est quoi ? Alors, le principe, c'est que voilà, il y a les meilleures sorties de l'animal politique Jacques Chirac. Il y en a des plus ou moins réussis. Et voilà, alors comment expliquer cet engouement, Barbara ? Alors Virginie Spy, qui est spécialiste des médias, avait analysé déjà le phénomène en 2013 dans le supplément web de l'Obs. Alors d'après elle, Jacques Chirac, il incarne une époque de la communication politique un peu plus libre, qui était moins stricte. On le voit boire, on le voit fumer, on le voit manger avec plaisir, ce qui renvoie finalement au public l'image du bon vivant, et finalement bon vivant comme qui ? Eh bien comme les Français finalement. Jacques Chirac, avant François Hollande, c'est le vrai président normal. Il incarne finalement le français. Et puis on va prendre l'exemple, vous vous souvenez de la photo de François Hollande au Kazakhstan qui avait fait scandale. Elle avait fuité en décembre dernier, on le voit en habit traditionnel. Et bien cette photo, elle avait fait instantanément le tour du web, elle avait provoqué de la moquerie, aussi la fureur de la communication de l'Élysée. Dans les années 80-70, il n'y avait pas la presse existait, la photo posée existait, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on avait un contrôle qui était moins strict, donc les hommes politiques se laissaient plus facilement prendre en photo. Aujourd'hui, par exemple, Nicolas Sarkozy en vacances va quand même porter une tenue, sachant que la presse va pouvoir le photographier. Dans les années 70, ce genre de photos sortait rarement, et donc elles sont un petit peu exhumées, ces photos cool de Jacques Chirac. On le voit là, hein, les pieds en l'air à bord de son avion. Et puis, est-ce qu'il y a aussi, vous l'avez dit, peut-être une certaine nostalgie, c'est-à-dire qu'il était un peu rentré dans l'histoire, Jacques Chirac, parce qu'on ne le voit plus finalement depuis qu'il a quitté la scène politique en 2007. Parce que cet engouement n'est pas forcément dû à son bilan, bien au contraire. Il a une vie politique pleine de rebondissements, il n'a pas toujours pris les bonnes décisions, mais justement, depuis qu'il ne fait plus de politique, c'est là qu'il est devenu vraiment ultra populaire. C'est un phénomène qui est connu en politique. Dès qu'un homme politique cesse d'occuper ses fonctions, eh bien, immédiatement, automatiquement, il monte dans les sondages. Et puis encore, les électeurs qui l'ont viré 2-3 mois plus tôt, eh bien, se mettent carrément à regretter l'homme politique qu'ils ont mis sur le banc. À partir du moment où il n'occupe plus de fonctions, il redevient homme. Alors pour finir, ce moment swag de Jacques Chirac, on va regarder un extrait avec ces mêmes images. Et je vous arrête. Oui. Swag, traduisez. Alors swag c'est un terme de Jones pour dire au top de la branchitude, le mec le plus branché qui était un mot de Mitterrand aussi. Donc on va terminer avec un petit extrait de la chanson de sa campagne. C'était en 81, c'était Maintenant Jacques Chirac. Ça n'a pas marché puisqu'il n'a pas été élu en 81. Mais aujourd'hui ça fait le buzz sur internet. La chanson est devenue complètement culte sur internet. On écoute. On a dans notre pays le pouvoir de changer de vie. Demain
Jacques Chirac, en avant toute la nation. So 80s. Oui, vous l'avez dans la tête pour toute la journée, c'est sûr. Et Betsabe disait pourquoi pas en générique du morning, ça peut être pas mal. Peut-être, on va y penser. Voilà, Jacques Chirac, icône de la pop culture. Swag. Swag. C'est le mot du jour. C'est le mot du jour. On est swag ce matin avec Jacques Chirac. On va parler d'aliments miracles avec vous, Betsabe, dans un instant. Mais avant cela, un mot de mode. Les défilés de l'hiver 2016 continuent d'agiter la planète fashion de New York. On s'arrête ce matin sur celle qui a marqué les podiums cette année. Elle s'appelle Chantel Winnie. Regardez. En backstage d'un défilé, on dirait un mannequin comme les autres, et pourtant, Chantel Winnie est loin d'être un top modèle ordinaire. Atteinte de vitiligo, une maladie qui dépigmente la peau, elle a réussi à se faire un chemin dans le monde de la mode, même si de nombreuses agences lui ont fermé leurs portes. J'ai proposé mon portfolio à de nombreuses agences à Toronto et à chaque fois on me répondait « Oui, vous avez un beau corps, de belles proportions, mais nous ne savons pas quoi faire de vous. On ne sait pas auprès de qui vous placer. Donc désolé, mais non. » Diagnostiquée à l'âge de 4 ans, Chantel Winnie, connue également sous le nom de Winnie Harlow, a vu depuis son corps, mais aussi son visage, se couvrir de taches blanches. Rêvant depuis toujours de devenir mannequin, elle fait fi des refus et poste des photos d'elle sur différents réseaux sociaux. Elle est alors découverte par Tyra Banks, le célèbre top et jury de l'émission America's Next Top Model, qui lui propose de participer au concours. Elle devient très vite porte-parole des victimes de vitiligo. J'ai l'impression que même les top modèles ont beaucoup de personnalité maintenant et je pense que c'est ce que les gens recherchent, quelque chose qui leur ressemble, de vraies personnes. Donc je pense que l'industrie de la mode s'ouvre à de plus grands horizons. Et c'est la marque Desigual qui lui a donné sa chance l'année dernière en choisissant la jolie Canadienne comme égérie. Un rêve devenu réalité pour la jeune fille de 20 ans qui a défilé pour la marque lors de la Fashion Week de New York. Tous les 31 décembre, j'ouvre mon petit livre et j'y note tout ce que je souhaite accomplir pendant l'année qui arrive. Ce ne sont pas tellement des résolutions, plutôt des choses que j'aimerais réaliser. En même temps, je raye ce que j'ai déjà accompli et là, je suis vraiment heureuse. Petite, on l'a surnommée la vache ou la zèbre. Aujourd'hui, grâce à son ambition et sa détermination, sa carrière semble prometteuse. Prochain rêve à réaliser pour Winnie Harlow, faire la couverture de Vogue. Elle est belle quand même, hein? Ouais. Très jolie. Vous pouvez demander à Rudy aussi, qui aime les femmes. Non, aussi. très jolie. C'est tout. Allez, on parle de ces aliments miracles à présent. Ils empêcheraient de tomber malade, ils le feraient maigrir. Ça vous fait rire? Non, tomber malade avec Betsabe Ouais, qui n'est pas très bien ce matin. Ça tombe bien. C'est au grand bonheur de toute l'équipe de la rédaction qui peuvent se moquer de moi depuis quelques heures. Alors, ces aliments nous aideraient même, Betsabe, à rester jeune. Est-ce que ça marche? Alors, comme le relevait le Guardian cette semaine, eh bien, un miracle, par définition, n'est pas scientifiquement justifiable. Alors, les graines de chia, qui seraient un trésor d'antioxydants, l'huile de noix de coco, qui serait magique pour maigrir, eh bien, parviendraient-elles, malgré tout, à faire mentir cette définition? Alors, le battage médiatique qui fait flotter, d'une certaine façon, ces branches de brocoli au-dessus de nos têtes a de quoi nous faire hésiter. Alors, réponse, ou presque, en tout cas, voici quelques éléments de réflexion. Tout d'abord, les affirmations sur les qualités magiques des aliments sont le plus souvent basées sur des tests, soit sur des animaux, soit sur des cellules humaines en laboratoire. Par exemple, prenez cette huile de coco, eh bien, aucune étude sur l'homme ne prouve qu'elle prévient les crises cardiaques, Alzheimer, ne régule le taux de glucose, etc. Encore moins qu'elle vous aidera à perdre du poids. Je suis désolée. Les graines de chia, elles sont certes bourrées d'antioxydants afin de les protéger du soleil, mais on ne connaît pas vraiment l'efficacité de ces mêmes antioxydants sur l'organisme de l'homme. Alors, ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais ça signifie qu'il faut rester très sceptique. Alors ensuite, il faut comprendre que la plupart de ces vertus magiques des aliments dépendent d'un régime alimentaire beaucoup plus global. Exemple, plusieurs études ont prouvé que les carottes, le bêta-carotène des carottes, eh bien, sera bien assimilé par votre organisme seulement si les carottes sont cuites.
que les tomates. Le lycopène des tomates, qui est une espèce de carotène, eh bien, sera bien assimilé seulement si les tomates sont assaisonnées d'huile. Donc, vous voyez, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça vous fait rire? Non, parce que finalement, ça marche pas vraiment, alors, ces aliments miracles. Ça marche sous certaines conditions. En tout cas, certainement, les vertus sont un petit peu exagérées. En grande quantité aussi, ou ça n'a rien à voir? Pour que ça fasse effet? Bien sûr, après, ça dépend si vous parlez d'antioxydants ou de quelle qualité vous parlez. Alors justement, il ne faut pas dépasser certaines doses, bien évidemment. Vous parlez de ces aliments antioxydants, à ce moment-là, ça marche? Vous avez parlé des graines de chia? Alors, il y a toute une panoplie de ces aliments, c'est assez tendance en ce moment. Il y a depuis la grenade, en passant par les graines de chia, dont on entend, qui nous protégeraient de maladies cardiovasculaires, du cancer. Ils aideraient nos cellules à vieillir moins vite. C'est un homme qui recueille de l'açaï, qui est aussi connu pour ses vertus antioxydantes. Alors je vous propose déjà de comprendre qu'est-ce que c'est ces antioxydants. Ce sont des antidotes en fait aux radicaux libres, donc au soleil notamment. Alors vous avez des vitamines A, C, E, des minéraux, le zinc, le sélénium, jusque-là tout va bien, vous avez déjà entendu parler de ça, des flavonoïdes, des polyphénols, le Q10, vous avez déjà dû voir ça sur des flacons de vitamines, de multivitamines, de crème hydratante aussi, puisque c'est bon pour la peau. Et la liste bien sûr est non exhaustive, mais là, autre problème, eh bien, ces végétaux, à part ceux qu'on a vus sur la vidéo à l'instant, qui ont des bornes, eh bien, sont aussi pleins de pesticides. Autre problème. D'accord. Vous avez quelque chose à rajouter ou on en parle avec nos spécialistes? On en parle avec la spécialiste. Allez, on en parle avec notre spécialiste. On est en ligne, oui, avec le docteur Marie-Christine Boutron-Ruot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'INSERM. Vous dirigez une équipe d'épidémiologie orientée sur la nutrition. Alors, ces aliments miracles, il faut en penser quoi? Est-ce que ça marche? Alors, d'abord, le phénomène d'oxydation, c'est quand même un phénomène physiologique. Et c'est son excès qui est dangereux et qui crée ces modifications de l'ADN. Mais les aliments contenant des antioxydants sont extrêmement variés. C'est essentiellement les produits d'origine végétale. Et notre conseil, c'est de varier le plus possible les fruits et légumes, d'en consommer suffisamment, mais surtout justement de les varier parce qu'ils sont complémentaires, ils contiennent tous des substances légèrement différentes qui peuvent agir en synergie, tandis qu'un régime un peu monomaniaque où on mangerait par exemple sa barquette de carottes tous les jours en pensant que c'est bon pour la santé parce qu'il y a beaucoup de bêta-carotène, eh bien le risque c'est qu'on se prive d'autres antioxydants qui pourraient être synergiques et puis qu'on ait des excès de certains dont on s'est rendu compte, notamment pour le bêta-carotène, qu'en interaction avec le tabac, c'était catastrophique. D'accord, donc c'est ça votre petit conseil. Voilà, pas de carottes et de cigarettes. Alors on a parlé tout à l'heure des graines de chia comme ces fameux antioxydants. On n'en trouve pas dans des aliments qu'on consomme tous les jours? On n'en trouve pas assez de ces antioxydants dans des aliments qu'on consomme tous les jours? Le rêve de l'être humain, ça a toujours été de trouver la pilule miracle ou l'aliment miracle qui permettrait de faire n'importe quoi à côté et en se prenant une petite cuillère à café de ci ou de ça, eh bien, on se protégerait des maladies. C'est un mauvais rêve et c'est une erreur. Alors, consommer un petit peu de graines de chia ou de baies de goji ou d'autres baies, pourquoi pas, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais de penser que ça permet de compenser toutes les erreurs qu'on fait par ailleurs, c'est au mieux à l'heure et je pense même une tromperie grave parce que certains peuvent penser que ça suffit pour protéger leur santé. Alors, votre conseil très concret ce matin pour tenter au mieux de protéger notre santé grâce à notre régime alimentaire? C'est vraiment de varier les fruits et légumes, de plus possible de consommer des fruits et des légumes locaux, de saison. Si possible, vous avez parlé des pesticides, effectivement, qui n'aient pas traversé la moitié de la planète et qu'on ait dû conserver dans des conditions pas toujours donc on conseille les fruits et légumes bio? Pas forcément bio, vous avez des agriculteurs locaux qui font d'une agriculture raisonnable, qui est tout à fait correcte.
qui essayent de ne pas retraiter après récolte parce qu'ils présentent leurs produits sur le marché directement après. Vous savez, ces paniers qui sont proposés, mais même simplement pour les gens qui sont très pressés, qui travaillent, d'avoir dans son congélateur des légumes surgelés en permanence, non travaillés, permet d'avoir à tout moment une variété de fruits et de légumes qui permet de préserver au mieux la santé. Merci beaucoup, docteur Marie-Christine Boutron-Ruot, d'avoir répondu à nos questions ce matin. On peut dire quoi pour conclure ? Pour conclure, je pense que le docteur l'a bien expliqué. Il faut varier, il faut éviter de se dire qu'on a trouvé le produit miracle et ne manger que ça. Et arriver au boulot avec sauce à baguette de carottes, sauce à baguette d'açaï. En plus, on l'a vu sur les images, c'est extrêmement appétissant. Rudy a légèrement soulevé un des deux sourcils quand il a vu ça. Et j'aurais dû lui demander un conseil pour votre gorge. Ouais. Bon. Allez manger des fruits et des légumes. Vous aussi, Rudy, mangez des fruits et des légumes ce matin et soyez swag. Merci à vous d'avoir été très swag. Il n'a pas besoin d'en être plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain avec grand plaisir. Portez-vous bien.